Voilà, nous accueillons Jean-Daniel Macchi, donc professeur à l'Université de Genève, donc en Bible hébraïque, qui va nous parler d'un de ses domaines de spécialité, donc le livre d'Esther, sur lequel il a publié récemment un grand commentaire. Et donc, Jean-Daniel, tu vas nous parler de représentation du pouvoir féminin à la cour perse selon le livre d'Esther et la littérature grecque. Je remercie chaleureusement les organisateurs de ce colloque de m'avoir fait l'honneur et le plaisir de m'y inviter. J'espère vous convaincre que dans le cadre d'un colloque à propos des femmes au pouvoir dans le Proche-Orient ancien, l'examen du rouleau d'Esther est intéressant. En effet, ce bref texte biblique met en scène l'action de deux reines qui exercent chacune à sa manière une forme de pouvoir à la cour du roi perse Xerxès. Un polycopié avec les passages que je vais commenter est à disposition, vous en êtes certainement servi à l'entrée. Dans le récit du livre d'Esther, les deux personnages féminins ne sont pas confinés à des rôles secondaires, mais ce sont clairement des protagonistes dont les comportements ont des conséquences lourdes sur le plan de l'exercice du pouvoir politique. Leurs actions ont des enjeux qui dépassent le périmètre familial et revêtent une dimension publique. Elles sont présentées comme développant des stratégies de pouvoir au sein de la cour. Il peut être utile de rappeler brièvement les grandes lignes du contenu du livre d'Esther et rappeler l'implication des figures féminines dans ce récit. Ce livre biblique raconte qu'après la destitution de la reine Vashti, chapitre 1, Esther, qui est la fille adoptive d'un juif nommé Mardochée, devient reine perse, chapitre 2. Un conflit se déclenche entre Haman, le premier ministre, et Mardochée, le père adoptif d'Esther, qui refuse de se prosterner devant lui. En rétorsion, Haman fait proclamer au nom du roi un décret ordonnant d'exterminer les Juifs de l'Empire. À la suite de ça, Mardochée demande à Esther d'intervenir auprès de son royal époux, ce qu'elle accepte de faire malgré les risques mortels encourus. Elle se présente auprès du roi, l'invite avec Haman à un banquet de vin, au terme duquel elle l'invite à nouveau à un deuxième banquet pour le lendemain. Durant la nuit, Haman cherche à faire exécuter Mardochée sans y parvenir. Lors du banquet organisé par Esther le lendemain, elle demande le salut de son peuple et révèle au roi qu'Haman est responsable d'avoir émis un décret contre son peuple. Haman est condamné et pendu. Cependant, comme le décret frappant les Juifs est un décret royal, il ne peut pas être révoqué. Dès lors, Mardochée fait proclamer un autre décret royal autorisant les Juifs à se défendre. Ils se défendent de leurs ennemis, fêtent leur victoire. La fête annuelle de Pourim est instituée et le livre se termine par l'affirmation que Mardochée gère désormais l'Empire. Deux mots à propos de la nature de cette œuvre. En réalité, il s'agit d'un petit roman dont l'intrigue est bien menée. Le récit est rempli d'humour et d'ironie. Il met habilement en scène les motivations, la psychologie et les dysfonctionnements des différents personnages. Le suspense y est présent. Et il se termine, comme il se doit, par un happy end. Le livre d'Esther situe le récit à la cour de l'empereur perse Xerxès Ier, à Suse. Il met en scène la vie de Juifs descendants de déportés. Cela dit, il est assez évident que ce livre a été rédigé bien après la période du roi perse Xerxès. En réalité, il s'agit d'une œuvre de fiction, un roman historique qui a probablement été rédigé durant la période hellénistique. La façon dont la cour perse est présentée y est largement conforme à ce que l'on croit savoir de la Perse dans l'Antiquité grecque. En outre, plusieurs sections d'Esther font allusion au conflit entre les Juifs et le monde hellénistique qui eurent lieu durant la période des Maccabées. Le livre d'Esther, donc on n'est pas loin de ce qu'on a vu tout à l'heure, justement, au niveau datation. Le livre d'Esther soulève plusieurs grandes thématiques. Il pose la question de l'action et de la responsabilité humaine en situation de minorité
et invite à réfléchir à la nécessité pour les Juifs d'assumer publiquement leur identité. La violence joue aussi un rôle important dans ce récit, qui se termine par le massacre des ennemis des Juifs. De toute évidence, pour les rédacteurs de l'œuvre, le recours à la force est un mal nécessaire dans un monde hostile, où le pouvoir impérial n'assure pas la sécurité et la justice. Il ne mentionne jamais explicitement d'intervention divine, même si parfois la providence a l'air d'être suggérée. Finalement, comme on va le voir, les femmes, comme protagonistes, jouent des rôles importants dans ce récit. De ce point de vue, Esther diffère considérablement d'autres textes bibliques. Les auteurs de l'œuvre suggèrent que les femmes ont joué un rôle de pouvoir important à la cour perse. En outre, comme nous allons le voir, ce rôle n'est pas connoté négativement, mais présenté comme légitime. Regardons d'abord la présentation de la reine Vashti, la première femme à apparaître. L'épisode est situé tout au début du livre. Le roi perse organise un banquet d'une durée de 6 mois pour l'élite du royaume, puis un autre de 7 jours pour tout le peuple de la capitale. La reine Vashti fit aussi un banquet pour les femmes dans la maison de la royauté du roi Ahasvérosh. Ahasvérosh, c'est donc le terme hébraïque pour Xerxès. Le banquet royal masculin est séparé du banquet royal féminin qu'organise la reine. Comme c'est le cas dans certaines cités hellénistiques, comme à Kraïfia en Béotie, par exemple, des banquets spécifiquement destinés aux femmes sont organisés à côté de ceux des hommes. Selon le récit, le banquet de Vashti est organisé dans les appartements royaux, alors que celui du roi est situé dans les jardins. Après la description des 6 mois de banquet censés glorifier le roi et la mention du banquet des femmes, le récit se poursuit au chapitre 1, versets 10 à 12, en montrant que la fête tourne à la catastrophe. Le roi convoque la reine en envoyant 7 eunuques pour la prier de venir, coiffée de la couronne royale, exhiber sa beauté au banquet des hommes, ce qui devait parachever la glorification du roi et de son pouvoir tourne au désastre. La reine humilie publiquement le souverain en refusant d'apparaître. On remarque que le texte n'explique pas la raison du refus de Vashti. Cependant, pour un lecteur baignant dans le contexte culturel grec dans lequel le texte a été produit, les raisons du refus de la reine sont implicites, mais assez évidentes. Le passage indique que cette convocation s'explique par l'ivresse du roi. Le cœur du roi était réjoui par le vin. Or, dans le monde grec, les épouses ne participent pas à la deuxième partie des repas durant lesquels les hommes boivent. En outre, la lubricité des Perses est souvent mentionnée par la littérature grecque. Quant au caractère désinhibant de l'alcool, chacun sait évidemment qu'il génère souvent des attitudes inconvenantes vis-à-vis des femmes. Une souveraine ne peut donc pas se présenter en fin de banquet et être alors traitée comme une concubine. Vashti est placée devant une double contrainte contradictoire. Les règles de l'étiquette l'empêchent de venir au banquet, mais l'ordre du roi l'y oblige. Les rédacteurs du texte ne semblent pas vouloir critiquer l'attitude d'opposition de Vashti à l'ordre du roi, puisqu'ils présentent cet ordre comme absurde, ou en tout cas inadéquat. Dans la suite du chapitre, Vashti est pourtant sanctionnée par un collège de spécialistes du droit. Donc on a ici le discours du conseiller qui sera approuvé par le roi évoque des motifs de condamnation qui prêtent à rire et constituent un trait d'ironie cinglant de la part des rédacteurs du texte. Dans ce milieu d'apparence huppée, on entend un discours digne de groupes d'ivrognes. Selon Memucan, la reine devrait être écartée de la royauté et la plus grande publicité devrait être faite à l'événement afin d'éviter une révolte de toutes les femmes. Ce discours ne pose pas la question des raisons qui ont pu pousser Vashti à refuser de venir. Il généralise plutôt les difficultés du couple royal à tous les couples du royaume, comme si, à la nouvelle du refus de la reine, toutes les femmes du royaume allaient se révolter contre leur mari.
Le motif de la révolte des femmes est ici assurément traité de manière ironique, à nouveau, voire burlesque, à l'image de ce qui se trouve dans, par exemple, les comédies d'Aristophane. L'argumentation de Memucan prête à Vashti une capacité de nuisance surévaluée et les solutions qu'il préconise sont simplistes. En effet, le décret promulgué fait inutilement de la publicité à l'humiliation du roi. En outre, si la possibilité de répudier une épouse n'a rien d'exceptionnel, son application au moindre conflit conjugal engendrerait, à n'en pas douter, très rapidement une pénurie d'épouses. On comprend d'ailleurs à la lecture du verset 18 du discours de Memucan que ce n'est pas tant la révolte de toutes les femmes de l'Empire qui fait peur à ce conseiller du roi et à ses collègues, mais celle de leur propre épouse. Aujourd'hui même, les dirigeantes, c'est-à-dire c'est le féminin de dirigeants, de Perse et de Médie, qui ont entendu l'affaire de la reine, diront cela à tous les dirigeants du roi, dont fait partie Memucan, ce qui engendrera mépris et colère. Quoi qu'il en soit, le conflit conjugal est traité par un lourd appareil administratif impliquant des eunuques, des conseillers, des scribes et un système postal, ce qui ajoute au ridicule de la situation. La reine est répudiée par édit royal. Et même la sanction de Vashti a un côté ironique, car elle se voit interdire de venir auprès du roi, ce que précisément elle venait de refuser de faire. Le début du livre présente donc une reine qui n'est pas dépourvue de pouvoir à la cour, puisque, comme le roi, elle est en mesure d'organiser un banquet et qu'elle le fait au cœur même du pouvoir, dans la maison du roi. Cependant, cette reine Vashti est très sévèrement sanctionnée et se fait écraser par l'administration lorsqu'elle s'oppose frontalement au pouvoir du roi, et cela même s'il s'agissait de refuser d'obéir à un ordre inadéquat. Le discours de Memucan est intéressant parce qu'il présente de manière profondément ironique le regard que certains hommes, notamment lorsqu'ils sont ivres, posent sur les femmes, la crainte qu'elles leur inspirent et le pouvoir dont ils pensent qu'elles disposent. Memucan prête à Vashti le pouvoir de diriger par son exemple l'action de toutes les femmes contre leurs époux et dès lors de déstabiliser l'ensemble de la société. Sur le plan de la manière d'exercer le pouvoir, l'action du personnage de la reine Esther est présentée très différemment de celle de Vashti. Son action n'attaque pas frontalement le pouvoir du roi, mais pourtant, elle va s'opposer à lui et exercer le pouvoir. Le passage présente d'abord Esther comme une femme charmante et soumise à la volonté des personnages masculins de la cour. Elle est amenée à la cour du roi perse sans avoir choisi ce destin. Elle est prise dans le rassemblement de toutes les jeunes filles du royaume, de l'Empire perse, qui sont emmenées au harem royal en vue de participer au fameux concours de beauté organisé pour choisir la remplaçante de Vashti. Elle suit les conseils que lui donnent les hommes de son entourage. Mardochée lui conseille de ne pas faire savoir qu'elle est juive, comme le montre bien une remarque figurant au chapitre 2. Esther n'avait informé ni de son peuple ni de sa parenté, car Mardochée lui avait ordonné de ne pas informer. Juste après, le texte mentionne qu'elle suit aussi les indications de l'eunuque qui dirige le harem royal afin de savoir ce qu'il est judicieux de prendre au moment de se rendre dans la chambre du roi afin de le charmer. De toute évidence, elle fonctionne parfaitement, ça fonctionne bien puisqu'elle gagne la faveur du roi, en particulier puisqu'il en fait sa femme. Le stéréotype de la femme charmante, parce que soumise aux hommes, semble ici être appliqué à Esther. À ce stade du roman, ce topos la pose en contraste avec sa prédécesseur Vashti. Les choses changent radicalement après qu'Aman eut obtenu l'émission du décret d'extermination des Juifs. Mardochée demande à Esther d'intervenir auprès du roi afin de sauver son peuple. Après un premier mouvement de refus lié au fait que la démarche l'exposerait à un risque de mort, elle accepte de prendre le risque.
Esther dit, c'est ce qui est indiqué ici, il dit pour répondre à Mardochée, « Va rassembler tous les Juifs se trouvant à Suse et jeûnez pour moi, ne mangez ni ne buvez pendant 3 jours, nuit et jour. De même, moi aussi, ainsi que mes jeunes filles, je jeûnerai et j'irai ainsi vers le roi en dépit de l'édit, et si je dois mourir, je mourrai. » Mardochée se retira et accomplit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Dans la logique de cette œuvre romanesque, ce moment où Esther décide d'agir en faveur de son peuple transforme radicalement son attitude qui ne correspondra désormais plus du tout au stéréotype de la femme soumise. À partir de là, le récit ne rapporte plus aucun cas où Esther reçoit des ordres de la part des hommes qui l'entourent. Au contraire, c'est elle qui va désormais prendre le pouvoir. La première chose qu'elle effectue consiste à ordonner à Mardochée de convoquer les Juifs et d'effectuer un rituel de jeûne. Elle prend ici une place tout à fait exceptionnelle dans la littérature biblique puisqu'elle devient l'autorité religieuse de la communauté de Suse, Mardochée devenant le subalterne qui obéit à ses instructions. En outre, le rite qu'elle ordonne n'est pas banal du tout. En effet, la chronologie figurant dans le livre d'Esther situe cet épisode au moment de Pessah, c'est-à-dire au moment de la Pâque. Le rite est lourd de sens. Au moment où normalement les Juifs devraient célébrer la libération de l'esclavage d'Égypte par le repas de Pâques, Esther ordonne un jeûne, comme pour souligner à quel point la situation menace l'existence même du judaïsme et de ses rites. En situation de crise extrême, c'est donc une femme qui prend le pouvoir d'instituer le rite à accomplir par la communauté. Pour les auteurs du récit, la place d'une femme comme chef de la communauté n'est pas jugée du tout de manière négative. La suite de l'action d'Esther va la conduire à obtenir l'exécution du Premier ministre, Haman, l'ennemi des Juifs, à l'issue de 2 banquets qu'elle organise et qui lui permettent de prendre l'ascendant sur les autres personnages. Le récit de ces épisodes montre qu'elle choisit de manière indépendante la stratégie à adopter, qu'elle agit avec ruse et détermination, qu'elle manipule les hommes afin de les faire exécuter. Le récit du premier banquet d'Esther figure au chapitre 5 et celui du second banquet au chapitre 7. Il figure sur le polycopier. Après qu'Esther se soit présentée au roi, elle l'invite avec Haman à un premier banquet. Au terme de ce premier banquet, et après que le roi lui a demandé ce qu'elle souhaite, elle l'invite à nouveau avec Haman à un banquet pour le lendemain. Cette fois, elle dénonce Haman et demande au roi de sauver son peuple. Celui-ci se fâche et quitte momentanément la salle avant de revenir et de trouver Haman suppliant Esther couchée sur son lit. Il condamne Haman à mort. Examinons rapidement la construction littéraire de ces 2 épisodes de banquet. Le roi demande à 3 reprises à Esther, par une formule grandiloquente, de formuler sa requête, qui lui promet par avance d'accepter en lui donnant jusqu'à la moitié du royaume. À chaque fois, Esther ne se précipite pas, mais répond comme une courtisane astucieuse en introduisant sa réponse par des formules protocolaires telles que « si cela paraît bon au roi »,« si j'ai trouvé faveur aux yeux du roi », etc. L'invitation d'une tierce personne dans un banquet qu'une reine organise pour son mari est aussi assez surprenant. L'association d'Haman à ces banquets semble même aller croissant, puisqu'Esther dit que le premier banquet est organisé pour le roi, pour lui, au verset 5-4, alors que le deuxième est organisé pour eux, comme si le roi partageait désormais la place d'honneur avec Haman. Ironiquement d'ailleurs, Haman comprend cette double invitation comme un grand honneur dont il se réjouit, nous dit-on, au sortir du premier banquet. La suite du récit montrera évidemment qu'il s'agit d'un piège. Quoi qu'il en soit, personne n'est dupe. En 5.4 comme en 5.8, l'invitation au banquet ne constitue pas la vraie demande de la reine. C'est donc logiquement que le roi réitère son offre de lui adresser une demande en 5.6 puis en 7.2. Lorsque, au chapitre 5, versets 7 à 8, Esther invite le roi et Haman au deuxième banquet, la rhétorique est particulièrement élaborée. La phrase
Ma demande et ma requête devraient introduire la demande en question, mais elle est brusquement interrompue, c'est une anacolute, et la demande est différée. La tournure, si cela paraît bon au roi d'accorder la demande, que le roi vienne avec amant au banquet, indique qu'en se rendant au banquet le lendemain, le roi témoigne de son intention d'accomplir la requête, qui sera formulée. Finalement, la formule « demain j'irai selon la parole du roi » j'agirai, selon la parole du roi, ça transforme habilement la requête d'Esther en un acte d'obéissance à la volonté du roi. Esther est donc présentée comme une très habile rhétoricienne. Au cours de ce deuxième banquet de vin, où le roi était venu pour boire, l'argumentation d'Esther se poursuit avec la même habileté. Après que le roi a réitéré sa promesse de répondre favorablement à la requête d'Esther, elle utilise des formules d'une extrême déférence pour lui demander sa vie et son peuple. Elle précise que si les Juifs n'avaient été vendus que pour devenir des serviteurs, elle n'aurait pas jugé bon de déranger le souverain, car cette adversité ne serait pas égale aux troubles du roi. Vous en conviendrez, la formulation est pour le moins cordiale. Le roi rétorque en demandant l'identité du responsable de la condamnation des Juifs. Esther désigne directement Haman, en le qualifiant d'adversaire, d'ennemi, de méchant. Le piège se referme. Dans ce contexte, l'ivresse des hommes joue un rôle central. Ivre et surpris d'apprendre que le Premier ministre qui l'a glorifié et la reine qui, à sa faveur, sont de féroces ennemis, le roi explose de colère, il quitte momentanément le banquet, l'ivresse le conduit à une réaction impulsive et irresponsable, il laisse son épouse seule avec son ennemi. La suite de l'épisode est tragicomique et la situation se retourne totalement, alors qu'Esther vient de demander sa vie au roi. Maintenant, c'est Haman qui demande sa vie à Esther. Il supplie Esther en se couchant sur son lit. Ici aussi, le caractère aviné du banquet permet d'expliquer l'attitude maladroite d'Haman qui conduit le roi à l'accuser de tenter de violer sa femme. Esther ne lève évidemment pas le petit doigt pour éviter la condamnation d'Haman, une absence de compassion qui n'est pas présentée de manière négative. Au contraire, pour les auteurs de l'œuvre, si elle avait cherché à sauver un personnage aussi dangereux, elle se serait comportée stupidement. Face à des ennemis aussi terrifiants qu'Haman, la lutte est à mort. On l'a vu, alors que lors du premier banquet, le roi affirmait déjà vouloir répondre favorablement à la demande d'Esther, ce n'est que lors du second qu'elle formule vraiment sa requête. En introduisant le motif d'un deuxième banquet, les rédacteurs soulignent qu'Esther développe une stratégie complexe et subtile. Elle ne se précipite pas pour demander le salut des Juifs, mais en invitant le roi 2 fois, elle agit avec ruse en mettant en place un cadre favorisant de bonnes relations. En organisant 2 banquets de vin, elle place Haman dans une situation délicate. Comme l'éviction de Vashti l'a montré, l'ivresse exacerbe la colère du roi et peut l'amener à prendre des décisions irrévocables après le discours d'un courtisan ou d'une courtisane. Le texte suggère aussi qu'Esther joue avec l'honneur de ses convives. Elle honore le roi d'une double invitation, comme pour gommer l'humiliation que le roi a subie de Vashti. En invitant Haman, elle favorise son orgueil et le place sur un piédestal, comme pour mettre en évidence, en présence du souverain, les ambitions démesurées d'Haman. Les 2 banquets d'Esther donnent une image d'une reine rusée, maîtrisant parfaitement les codes et le fonctionnement de la cour, capable de manipuler les hommes de la cour, leur orgueil, leur tendance à promettre et leur tendance à boire. Tout ça afin d'obtenir la tête d'un dangereux haut fonctionnaire. Une telle représentation correspond à un stéréotype classique par lequel les femmes de l'aristocratie perse sont décrites dans les textes grecs. Par exemple, Hérodote rapporte que la femme de Xerxès, la reine Amestris, se venge de l'amante de son époux
Artainte, en profitant habilement de l'occasion offerte par un banquet royal pour se faire livrer la mère de celle-ci. Puis Plutarque rapporte quant à lui un épisode où la reine mère Parisatis se venge des responsables de la mort de Cyrus le Jeune. Elle exploite la vanité de l'un d'eux, Mithridates, lors d'un banquet où il s'était vanté d'être l'auteur de la mort de Cyrus et s'arrange pour passer du temps avec le roi afin de le manipuler. Dans le contexte historique hellénistique où il a été produit, le livre d'Esther aborde la question du pouvoir féminin sur le mode romanesque. La question y est néanmoins traitée de manière subtile et intéressante. Il faut bien évidemment se garder de projeter des conceptions modernes égalitaires sur un texte ancien comme le rouleau d'Esther. On peut cependant remarquer que celui-ci pose un regard qui peut sembler à bien des égards relativement moderne sur la place des femmes et sur le pouvoir qu'elles peuvent légitimement exercer. Les deux reines ne sont pas considérées comme des valeurs négligeables en termes de pouvoir. Vashti est décrite comme la victime d'un pouvoir contrôlé par les hommes. Cependant, le texte ne critique en rien l'attitude de cette reine qui refuse de se soumettre à la volonté du roi et de la faire venir à un banquet rempli d'hommes ivres, comme si c'était une concubine. Le passage ironise même sur le regard que Memucan pose sur les femmes et leur prétendu pouvoir de nuisance. Quant à Esther, les rédacteurs de l'œuvre font un pas de plus et montrent qu'en situation de crise, correspondre au stéréotype de la femme charmante et soumise, comme c'est le cas au début du récit, n'est pas adéquat. Au contraire, ils montrent qu'Esther est parfaitement légitimée à se comporter comme une femme de pouvoir, dure, courageuse et habile. Ils appliquent certes le stéréotype de la femme manipulatrice et dangereuse à leur héroïne, mais ils ne lui donnent pas du tout la connotation négative qu'il peut avoir dans certains textes grecs. À l'époque hellénistique, le milieu juif qui produit le livre d'Esther avait de toute évidence une propension à valoriser la représentation de la femme forte et courageuse. On en connaît d'autres, comme Judith dans le livre éponyme ou la mère des 7 martyrs dans le 2e livre des Maccabées. Dans le cas du livre d'Esther, les auteurs représentent même leur héroïne comme la leader de la communauté religieuse, au chapitre 4, on l'a vu. Au chapitre 9, elle devient même une législatrice à côté de Mardochée, puisqu'on lui attribue la promulgation de la fête de Pourim. Merci de votre attention.